frères congolais, compatriotes de la diaspora et surtout tous nos résistants à travers la République à démocratiser du Congo. Nous voici encore devant vous pour un peu essayer d'analyser la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Commençons par d'abord nous solidariser avec nos frères de l'Est qui, donc au courant de cette semaine, nous avions appris avec consternation l'éruption du volcan Nyiragongo qui ravage encore la ville historique de Goma. Espérons que Dieu nous fasse grâce de façon qu'il n'y ait pas trop de pertes en vie humaine. C'est la colère de nos ancêtres, la colère de Dieu mais lui-même qui voit comment le pays est en train de marcher à tâtons. Nous soutenons tous nos frères qui souffrent de ce côté-là, des maladies, des tueries qui sont devenues le lot quotidien de ce peuple de l'Est. Tous nos confrères, tous nos résistants de Beni, Turi, Butembo, Goma, Bukavu, Uvira, Fizi, Baraka, Mwenga, tous ceux de l'Est, nous sommes ensemble, nous sommes de cœur avec eux. Nous allons parler un peu de bavure ou de discours affligeant lors de la conférence de presse qui a eu lieu au sommet dit de francophonie à Paris par le bourreau du peuple congolais, Paul Kagame. Ne dit-on pas que le plus grand effort de l'amitié n'est pas de montrer nos défauts à l'ennemi, c'est de lui faire voir les siens. L'État prêché en RDC peine et s'en trouve à rude épreuve à constater qu'un bourreau de notre peuple, reçu en pompe et musique par le soi-disant président de l'État à démocratiser du Congo, notre confrère Félix Tshilombo, qui l'appelle de frère et ami. Il est dans ses habitudes de vous tenir en haleine. Ce n'est pas la première fois, lors de sa prestation de serment, vous aviez su, vous tous, qu'il a fait de nos bourreaux ses partenaires. Ce n'est pas nos partenaires à nous, peuple congolais, mais ce sont ses partenaires. C'est affligeant, c'est dégoûtant de continuer à nous plaindre puisque ce monsieur a des qualificatifs à lui propre pour les gens qui lui ont offert ce trône où il ne comprend rien sur l'évolution géostratégique des enjeux qui se déroulent actuellement dans le monde. Le beau, le savoir, la vérité, la responsabilité et la liberté évoluent et marchent ensemble. Quand on n'est pas libre, quand on se sent quelque part lié par des deals ou des accords bidons, on n'est pas un homme libre. On se croit être libre, mais on ne l'est pas à définitive. On est attaché, on est comme une chèvre qui broute selon la longueur de sa corde au cou. Eh bien, nous ne sommes pas là pour nous plaindre de ce qui s'est passé à Paris. Tous ceux qui se sont plaints, nous les saluons, c'est vraiment le sentiment patriotique. Mais nous, les résistants, au nom du Conseil national de la résistance congolaise, que nous représentons avec fierté,
après la disparition de notre illustre feu Honoré Ngwanda Nzambo Kouatumba, que nous avions enterré dans la dignité ici à l'extérieur, nous ne pouvons qu'on raffermir nos amitiés avec tous les résistants partout où ils se trouvent. Nous sommes multidimensionnels. Les résistants se trouvent en Afrique du Sud, les résistants se trouvent en Australie, les résistants se trouvent aux États-Unis, les résistants se trouvent au Canada, les résistants se trouvent sur toute la planète Terre, à l'instar d'autres résistants qui ont emboîté le pas, qui ont franchi un peu ce que nous vivons aujourd'hui avant nous. Nous ne nous fatiguerons pas. On ne nous verra jamais ni faiblir, ni faillir. Nous continuons notre combat pour qu'il y ait au Congo à démocratiser un État affranchi des contingences partisanes. Ce que vous voyez là, ça nous touche vraiment au cœur. On ne comprend absolument rien. Chaque jour qui passe, il y a toujours des bavures, il y a toujours de regrets parmi notre peuple. De voir un pouvoir pour le pouvoir qu'on a vanté, dire que voilà, nous avons déjà le pouvoir, nous pouvons... Mais non, la Kabylie existe. On trompe les gens puisqu'on dit, voilà, on ne voit pas Kabila, nous l'avons déboulonné, nous avons déboulonné. Mais non, ce sont des vocabulaires vides de sens. On n'a rien déboulonné. On n'a rien déboulonné. Tant que nous voyons les scènes qui se passent devant nous, un Gagamé fatigué, un Gagamé fané. Bon, de tous les présidents qui étaient à Paris, pour votre président nommé, il n'y avait pas de rencontre avec d'autres. Il n'y avait qu'au Kagame, réellement, qui entre en pompe et en chose et on le montre sur les écrans des médias mensonges comme si c'était une rencontre salut. Je ne sais pas moi comment on peut définir cette rencontre-là. Non. Rencontre de la trahison. Rencontre, c'est comme si Kagame testait son élève pour voir s'il reste encore fidèle au deal qu'il a contracté avec lui. Puisque c'est lui qui a eu le monopole de la parole. Le nôtre était comme un élève qui recevait les cours par son maître à penser. Et puis se rétracter pour dire non, j'évite les polémiques. Mais non, monsieur. En quelle diplomatie? On s'est toujours vanté, un bon meneur de la diplomatie. Mais les exemples abondent dans cette diplomatie. Qui n'avait jamais vu un diplomate de haut de son rang, un Congolais digne de notre fierté à l'Assemblée de l'ONU? Il n'y a pas longtemps. Un ambassadeur rwandais zélé qui s'est mis là à jouer avec la République à démocratiser du Congo pour nier les massacres, faire... Le patron des ambassadeurs, Paul Kagame, n'a fait que confirmer ce que leurs ambassadeurs, partout où ils viennent pour nous importuner, disent à la tribune des Nations Unies. Cet ambassadeur a eu le toupet d'insulter, de dénigrer tout ce qui se passe à l'est de la République, textuellement comme leur patron vient de le faire. Ben, un digne fils, ambassadeur de son rang, s'est mis debout, séance tenante, il n'a pas attendu. Il est allé tout droit vers cet ambassadeur pour laver aux applaudissements frénétiques sur tous les bancs. Et voilà la diplomatie. Voilà la vraie diplomatie, du tic au tac. Mais toi, président qui se dit chef de l'État, et notre chef de l'État vient nier les massacres de chez toi, et toi, tu as été chez lui pour t'incliner sur ces soi-disant massacres, soi-disant génocides, devant les têtes on ne sait pas de qui et de quoi, t'incliner
respectueusement et aller même avec une gerbe de fleurs pour aller pleurer les morts qui ne te concernent pas. Dans cette tragédie rwandaise là, quelle est notre part de responsabilité? Nous, peuple congolais. N'eût été la même France, là où ils sont venus se rencontrer, leur malice pour exiger de Mobutu malade à cette époque-là d'accepter l'opération turquoise, source de tous nos malheurs aujourd'hui. C'est cette opération-là qui n'a tenu compte ni des textes qui dirigent le monde, puisque quand on n'a pas la culture des textes, de connaître que voilà que dit la loi internationale sur le déplacement des gens, des troupeaux, de tout ce qu'on a amené sur le territoire congolais, qu'il fallait aller, puisque là, nous saluons encore notre vaillant Ken Wadondo, qui était Premier ministre à cette époque-là, qui avait refusé net et qui a rappelé même à la communauté dite internationale que nous qualifions de cette communauté occidentale, leur propre loi qui défendent qu'on ne peut pas installer les réfugiés ou les génocidaires à la frontière avec le pays où ils ont commis des forfaits. Il fallait au moins 150 km de la frontière. Ils connaissent, ce sont leurs lois propres, mais ils les bafouent. Ils exigent qu'on installe le camp tout juste à côté du pays où ils ont fait des ravages. Et la suite, nous la connaissons. Qu'on est venu pour chasser les Hutus, les consorts, mais le peuple congolais a payé la tribut le plus cher. Combien on a poursuivi dans nos forêts? On continue à tuer jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont toujours les mêmes génocidaires qu'on avait amenés par l'opération turquoise, et toute la communauté internationale, toute la communauté dite occidentale affaune sur ces massacres. On nous parle de la civilisation. Laquelle? Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls dans cette dérive internationale que nous vivons aujourd'hui. C'est toute l'Afrique qui en souffre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais chez nous, étant comme on a dit par notre vaillant écrivain qui disait que voilà, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette est au Congo. Et c'est vrai. Nous sommes au centre de tous nos doutes. Nous sommes au centre de toutes nos interrogations. Et au balcon de l'histoire où nous sommes aujourd'hui, nous ne devons qu'être solidaires avec tous ceux qui luttent pour le vrai panafricanisme. Il est temps que cet Occident chrétien, qui se disait chrétien, puisse nous mettre dans la merde. Toute l'Afrique, je dis bien, nous sommes dans la merde à cause de cette civilisation dite occidentale. Les meilleurs de nos frères, les meilleurs de nos fils, les meilleurs de nos filles massacrés, puisqu'ils veulent voir clair dans ces relations nord-sud. La mort n'est rien, mais vivre toujours vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Et c'est prouvé. Quand nous osons ouvrir notre bouche pour dire la vérité, il y a même parmi nous, nos confrères, qui ne nous comprennent pas. Et nous ne nous demandons pas qu'ils puissent comprendre, puisqu'on ne parle pas à des gens qui ont déjà perdu l'écoute. Le fanatisme, c'est vraiment un virus formidable, qui peut même dépasser même le Covid-19. Le fanatisme. Mais vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il gagne avec ces troubadours imposés au sommet de l'État par les faiseurs de rois qui viennent dans nos pays piller, faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Le problème de l'Est, c'est un problème simple qu'on peut résoudre si nous sommes entre nous-mêmes.
Congolais, toutefois qu'il se met à table pour résoudre ses difficultés et ses problèmes, il trouve que les meilleures solutions. Nous ne cessons jamais de vous le démontrer. C'est depuis 1960. La Belgique en tête, qui était un pays colonisateur de 3 pays qui n'avaient que le petit Rwanda là annexé, on ne sait pas, après la première guerre 14-18, et le Burundi, et plus le géant que nous sommes, le Congo. Sur le plan économique, on avait une seule monnaie. Le franc congolais a construit le Rwanda, a construit le Burundi. Le franc congolais a construit la Belgique. Le franc congolais a essayé de construire aussi le Congo. Il n'y avait pas de problème. Il a fallu que le colonisateur puisse nous connaître. Il prétend nous connaître, mais il ne nous connaît pas. C'est vraiment dommage que la puissance coloniale puisse nous mettre dans la merde pour piller. Parce que quand nous disons le Congo est un champ, un grand champ, et nous voyons qui sont là, qui nous pillent. En tête, on voit la Belgique, qui sait très très bien que les matières qu'on vend ou qu'ils vont prendre à Kigali, qu'ils vont prendre à l'Ouganda, sont les matières issues du vol, du pillage, de destruction massive de nos richesses par ces pays-là. Mais ils préfèrent aller les prendre à partir de ces pays-là, eux qui nous ont appris le droit que voilà, dès que tu vas acheter quelque chose des voleurs, on t'appelle un receleur. Eh bien, dans le cas d'espèce, que pouvons-nous dire, pouvons-nous nous regarder dans les yeux avec nos civilisateurs et accepter maintenant ces cours-là qu'on est en train de donner à nos enfants, à nos générations pour dire voilà, voilà le droit, voilà. Non, non, ils ne respectent rien. Eux, ils respectent leurs principes. L'Occident chrétien n'a pas d'amis, n'a que ses intérêts. Ses intérêts sur le pétrole, ses intérêts sur le diamant, le cuivre, le coltan. Aujourd'hui même, notre grande richesse qui nous restait, la tourbilière, qui est maintenant exploitée par les Chinois. Dans l'Équateur. Une richesse incroyable qui nous reste pour absorber le CO2 qui, avec la pollution actuelle, le problème climatologique est là. Mais nous sommes le réservoir de la tourbilière en Afrique et à travers le monde. Là, nos dirigeants se remplissent les poches avec les miettes qu'on leur file par les occupants. Quand nous disons que le pays est occupé, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent absolument pas. Et vous avez vu le comportement de l'Hitler africain devant son élève. Il est resté abasourdi. Il commence à passer sa langue sur ses babines pour nous dire que voilà, il a d'autres canaux, mais dites. Lui, il n'a pas utilisé d'autres canaux. C'était directement sur les médias. Et le monde entier a vu que voilà, il y a un maître qui donne cours à son élève. Devant lui. Non, t'as déshabillé devant les médias. Au lieu de riposter comme le vaillant ambassadeur aux Nations Unies, non, non, non. On préfère se taire. On passe autre. Pour plaire à qui? On ne sait pas. Eh bien,
Nous nous sommes très contents, nous, les résistants congolais dans la diaspora, puisque le Lumbe qu'on a un peu exhibé là-bas, ça allait prendre d'autres dimensions. N'eût été la suppression de météo, des bus, tout ce jour-là, pour protéger les dictateurs réunis par la puissance coloniale, qui leur donnait la leçon de leurs économies en faillite. Ils ont le kilo de se présenter pour dire que voilà, le Covid a ravagé nos économies en Afrique. Quel Covid? Mais ici, chez eux, c'est le ravage. Et vous, le peu que vous avez donné pour un peu juguler la crise de Covid, comment vous les aviez gérés? Et surtout, dans cette république bananière, où le ministre de la Santé se pavane, il n'est pas inquiété, mais on va inquiéter un petit voleur de bananes ou un petit dans le coin, on nous rassasse les oreilles, voilà, tel département, on a volé autant, mais dans la caisse, les caisses sont creuses. Il n'y a rien. Qui remet l'argent volé? On a fait toujours des tapages. Bon, ça ne nous émeuve pas, nous autres résistants, puisque nous savons très bien que dans un pays occupé, il n'y a que ça. Les chantres d'un pouvoir pour le pouvoir peuvent toujours continuer à chanter comme ils chantent là. Nous les regardons. C'est l'avenir hein, qui est plus proche. Hein. Quand je vois les Congolais, quelques soi-disant Congolais qui sont sur place, qui projettent déjà des élections pour 2023. Ah, quel peuple avons-nous au pays? Vraiment, les élections ne nous donnent aucune leçon, aucune. Et les élections ne résoudront aucun problème congolais. Allez voir de près. 2006, 2011, 2018. Il n'y a que le Congo où on voit et on croit que demain, avec les élections, tous les problèmes que nous avons seront résolus. Enfin. À chaque peuple, on lui donne les autorités qu'il faut. Hein. C'est ça, nous voyons que s'il n'y a pas une révolution dans ce pays-là, nous sommes partis pour l'éternité. Nous sommes partis pour l'éternité, mais nous ne décourageons pas. Tant que nous sommes encore en vie et tant que Dieu du ciel nous donne encore le souffle de respirer et de parler, puisqu'il y a d'autres qui ne veulent pas que nous parlions. Mais non, nous en avons le droit, nous sommes Congolais, comme vous, comme les autres. Si ça va, on va applaudir ensemble. Si ça ne va pas, nous ne sommes que des garde-fous pour vous dire que n'espérez rien. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir pour le pouvoir. Un pouvoir où, depuis maintenant, bientôt nous sommes au mois de juin, 2 ans et demi, où on nous parle que, on a détourné, on a détourné, on a détourné. Un embelli à l'horizon, on ne le voit pas. Nous ne savons pas. Je dis, il faut donner le temps au temps. Quel temps on doit donner encore, mes chers amis? 2 ans et demi. Évidemment, vous n'avez pas encore vu les changements, mais nous ne sommes pas nés de dernière pluie. Hein. 1964, on était dans une crise terrible avec le gouvernement Adoula. À Léopoldville, à cette époque-là, les Américains, les décideurs qui font pleuvoir la pluie et le beau temps dans cette république bananière, ont maintenu des marionnettes au sommet de l'État à cette époque-là. En assassinat Patrice Emery Lumumba, qui avait une vision avec toute sa classe politique de cette époque-là, nous sommes arrivés à un moment de trouble vraiment qui, en
endeuillé tout le pays. La République populaire à Kisangani, qu'on n'en parle même pas. On voit les morts ailleurs, mais on ne voit pas les morts à Kisangani à cette époque-là. Il y a eu les révolutionnaires, hein, que eux qualifient, puisque quand on voit le peuple congolais qui se soulève pour balayer des régimes imposés par l'Occident, on les qualifie des rébellions. Les Moulélés, les Boigné, tous ces gens-là qui ont eu la conscience de sauver le peuple de ce jus néocolonial, on les a qualifiés automatiquement des rebelles. N'eût été l'intervention extérieure, mais peut-être au pays là, on allait connaître une autre voie. L'exemple que nous ne cessons jamais de donner aux Congolais pour leur dire, à l'indépendance des pays africains, ceux qui avaient au moins choisi la voie des pays de l'Est, ces pays-là sont respectés jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas le désordre comme ça y est dans une république au capitalisme aux longues dents et capitalisme sauvage qu'on est en train de faire dans notre propre pays, le Congo, à démocratiser. C'est depuis 1960, hein. C'était la voie obligée. Évidemment, avec leur trusque, hein, les multinationales que vous entendez là existaient. Comment vous alliez qualifier l'Union minière du Haut-Katanga? C'était toujours les multinationales. L'Amiba, minière de Bakwang, c'était toujours la forme minière. On en connaît autant. Mais à cette époque-là, à différence près que le peu qu'ils mettaient dans la caisse de l'État, il y avait des honnêtes gens, les dirigeants consciencieux, qui, avec le peu qu'on mettait dans leur caisse, les géraient mieux qu'aujourd'hui où nous voyons, on vous parle des millions. Mais en 1960, qui pouvait détourner 1 million? Qui? Ce dirigeant-là. Vous avez la ville là, les villes laissées par les colonialistes belges. Joseph Kasavubu. Voilà les modèles de chefs de l'État que nous pouvions copier, que nous pouvons même méditer. Ils avaient leurs défauts certes, mais du côté la bonne gouvernance, vous ne pouvez pas vous comparer avec cette classe de l'époque. Voilà Kalina, que vous appelez aujourd'hui République de la Gombe. Qui de vous peut nous pointer une seule villa qui appartenait à ces gens-là de 1960? Dire que voilà, ça c'était la maison de Moutamout Kasavubu, ça c'était la maison. Sauf Patrice Emery Lumumba. Il avait sa villa. Mais cette villa, il appartient avant l'indépendance. Il l'a payé de sa propre poche. Ce n'est pas parce qu'il est devenu Premier ministre qu'il s'est approprié cette villa-là sur le boulevard du 30 juin. Non. Seule villa qu'on connaissait, que voilà, là c'est la villa de Patrice Emery. À part Lumumba, qui peut nous pointer une villa de cette catégorie de nos dirigeants de 1960 à 1965? Quand bien même lui, Mobutu, quand il a fait son coup d'État, dont nous ne connaissons même pas les tenants et les aboutissants, ben, il a respecté les biens de l'État. On a vu la dégradation, c'est vers les années 1970 avec les aérisations des biens. C'est là où il a commencé à gâcher. Mais il a respecté le bien public. Il a respecté les biens de l'État. Quand bien même il était un dictateur. Mais la dictature a montré ses griffes à partir de la zaïnisation. Chapeau. Mais aujourd'hui, avec les va-pieds nus que nous avons vu venir en bottes de jardinier, eh bien, c'est ça. Nous, dans notre langue, il y a un proverbe qui dit que voilà, on ne peut pas donner le pouvoir à un enfant d'un cultivateur. Ne prenez pas le cultivateur comme les fermiers ici. Non, chez nous, un cultivateur, c'était un villageois qui était là-bas au village, hein, pour faire le petit champ, nourrir peut-être les gens du village qui n'avaient pas la force, puisque le champ, c'était l'unique moyen de production, hein, dans nos villages. Et chacun avait son champ pour survivre, sauf les paresseux. Alors,
à de tels gens. On le fait venir du village directement, on lui donne un poste au gouvernement dont il n'a pas les maîtrises et tout ça. Et c'est ce que nous voyons avec les nouveaux venus pieds nus. Ils sont venus là, ils n'avaient pas la carrure, ils n'avaient pas l'étoffe de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et nous les vivons. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire dans le premier temps? C'est voler. Un enfant qui n'a jamais grandi avec le beurre, le jour où il va trouver le frigo plein avec le beurre, mais il s'en approprie, il ne veut pas partager. Ah, c'est pour lui, puisqu'il n'en avait jamais mangé depuis. Alors, c'est ce que nous vivons avec tous ces troubadours-là qui nous gouvernent aujourd'hui. Quelle morale nous pouvons tirer d'eux? Et quelle morale peuvent-ils transmettre à la génération qui nous talonne sur ce chemin de l'honneur? C'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous vous lançons un appel pathétique. Quittez le fanatisme, quittez les dialélos qui se chantaient autrefois. Visons et tendons vers l'idéal. L'idéal, c'est quoi? Avoir un véritable état de droit, un état affranchi de toutes les contingences partisanes que nous vivons ici. Voilà le sens de notre combat, le sens de notre lutte ici à l'extérieur avec des dignes fils qui intériorisent maintenant le sens vrai en acceptant chacun. En ce qui nous concerne, chaque Congolais, d'abord, nous y allons étape par étape. Acceptons tout ce que nous sommes occupés. Si nous y allons étape par étape, première étape, c'est de mettre hors de notre territoire tous les occupants. Point barre. Le reste viendra, hein, puisque quand on est allé pour demander l'indépendance ici, par les gens qui étaient des clercs, qui étaient des commis de l'État à cette époque-là, focalisé, donc focus, c'était indépendance. Oh non, vous n'êtes pas encore capable de fabriquer ceci, cela. Mes frères, mettons de côté, nous, indépendance ou rien. Et voilà ce qui se registre de cette œuvre-là, de cette classe politique d'antan. Ces clercs, ces commis de l'État. Quel a été le mensonge pondu en 1960? Ah non, ça ne marche pas parce que vous n'avez pas assez d'universitaires. Et aujourd'hui, le Zaïre est plein d'ingénieurs agronomes, mais on meurt de faim. Le Zaïre est plein d'ingénieurs en ponts et chaussées. Les ponts s'écroulent, il n'y a pas de route, tout est foutu. Le Zaïre, le Congo, est plein de médecins. Mais les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Ce sont des mercenaires qui vendent maintenant leur science aux plus pauvres qui n'ont pas les moyens. On les laisse mourir, puisqu'ils n'ont pas l'argent pour se faire soigner. Mais, mes frères, je n'incrimine pas les médecins, je n'incrimine pas les agronomes, je n'incrimine pas. Le savoir doit être accompagné par la politique. Puisque s'il n'y a pas la politique sanitaire, il n'y a pas la politique agricole, il n'y a pas la politique... Comment voulez-vous qu'un agronome puisse se mettre à la place des politiques pour élaborer des plans qui peuvent donner à manger à tout le monde? Nous voyons ce qu'on s'attarde là-bas pour nous bluffer, pour essayer de nous jeter de la poudre aux yeux à Bukangolosa. Il n'y avait qu'au Bukangolosa qui devrait nourrir toute la République. On ne pouvait pas avoir plusieurs Bukangalos. Il fallait maintenant nous mettre là-bas. Ah, voilà, le Premier ministre qui était à l'époque a bouffé de l'argent. Mais qui ne bouffe pas de l'argent maintenant? Quel est ce Premier ministre qui est nous avions connu sous Mobutu, les premiers ministres qui sortaient toujours avec le sang sur les mains. En commençant par Lunda Bouloulou qui arrive, sous Lunda Bouloulou, massacre de Lubumbashi. Bon, vrai ou faux, c'est l'histoire, hein, mais c'était qui était le premier ministre Lunda Bouloulou? Allez, défenestré puisqu'il y a eu massacre à Lubumbashi. On remplace, je ne sais pas qui on a remplacé, il y a eu massacre des chrétiens.
Il y a eu massacre c'est pas moi, toujours, le Premier ministre défenestré, l'autre vient, et le Malokoji, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Massacre, oh, pillage, premier pillage, deuxième pillage, toujours. Donc, c'est un pouvoir, le pouvoir que vous voyez à Kinshasa, pouvoir pour le pouvoir, c'est assis sur le sang. Pourquoi? Tous ceux qui se targuent là-bas à poitrine devant sont des sorciers. Dans leur bouche, ils parlent comme des sorciers. Bandoki, mais dis, même au village, l'Ondoki, on ne jouait pas avec lui comme ça. Hein, dès que quelqu'un crie Ondoki, on dit, mais toi, comment tu as su que tel est Ondoki, si tu n'es pas sorcier? Voilà. C'est un principe. Mais depuis, c'est toujours une république d'Ondoki. Nous le rappelons, en 1982, bien avant même 1982, puisque la lettre ouverte et consort, dès qu'on l'a écrite, ce n'était pas en 1904, c'est vers la fin de l'année 1979-80. Les 13 ont été traités d'Ndoki. Et celui qui les traitait d'Ndoki a dit, je précise, pas Ndoki, mais des serpents, des nyoka. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, les soi-disant chefs de l'État continuent à insulter le peuple de la même manière. Des Ndoki, des Nyangalakat, ici à l'extérieur. De Kombantaba. Ça doit sortir de la bouche d'un père qui doit se prendre un père de la nation. Mais non, il ne l'est pas, parce que là, c'est clair. Quand nous on dit ça, c'est un pouvoir rabassé dans la rue. Donc, le pouvoir est encore à refaire. Hein. Un président de la République doit avoir un langage digne d'un chef de l'État. Pas un langage ordurier, injurieux. Kongontaba, Banyangalakata. Et aujourd'hui, là, je te bandoki. Mais, est sorcier celui qui est sorcier. Est éduqué celui qui est éduqué. Mais ça ne nous étonne pas. Nous sommes au balcon de l'histoire. Ça va tourner. Et nous arriverons à une stabilité. Et ce pays-là sera délivré. Voilà ce que j'avais à dire sur ce qui s'est passé à Paris. On félicite nos compatriotes qui se sont mis debout pour un peu essayer d'éclairer l'opinion. Voilà. Comme d'habitude, j'ai toujours parlé, je ne peux pas terminer dans cette langue que je déteste maintenant avec vigueur. Nous devons changer le logiciel. Cette langue ici, quand nous parlons, c'est pour nous expliquer notre peuple dans son entièreté. Ce sont des gens qui, vraiment, ils parlent le français, mais nous devons bannir de notre calendrier ou de notre... c'est pas moi, le mot me manque. Nous devons, la langue française ici est à combattre. Nous devons parler nos propres langues. Les peuples qui se sont développés dans le monde ici ne se sont pas développés dans les langues des étrangers. Le chinois est là. L'Indien est là. Plus proche de nous, même le pays qui vous met à genoux aujourd'hui, le Rwanda là. L'Hitler africain là, pas langue ignorante, monsieur. L'Afrique de l'Est, Magufuli, que nous saluons la mémoire. Ben, quand bien même que tous ceux qui nous mettent les bâtons dans la roue aussi viennent de la Tanzanie. Ben, allez voir comment la Tanzanie se développe. On ne dira pas seulement que, puisqu'on voit le donne bien avant, quand même, il y a eu, dans un pays où il n'y a pas l'occupation, dans un pays où le pays est dirigé par leurs propres fils, et les vrais, ce n'est pas les fils qu'on impose, qui n'ont rien dans la tête, on les impose pour le plaisir de ces pays-là, pour dire non, puisque celui-là, on l'a attaqué, qu'il est rwandais, maintenant donne-le leur propre frère, mais un frère qui fait la honte de notre pays. La honte, ça c'est la honte. Et ce sera marqué dans l'histoire du pays, puisque les dégâts
On tue les gens, lui, il vient avec des termes pour plaire aux Occidentaux, que ce sont des effets collatéraux, tout ça. Vraiment, nos martyrs à nous, là où ils sont, ils se disent, tiens, voilà, le fils qui est au pays, hein, lui, il ne trouve pas que nous sommes morts pour la cause de l'occupation qui est dans le pays, mais nous sommes morts. Qu'avons-nous à faire avec le Rwanda, mes frères? Qu'avons-nous? Ces gens se sont coupés les têtes chez eux. La France, nous pointons le doigt à la France qui nous a amené tous ces tueurs sur le sol congolais pour suyer davantage. Et maintenant, se mettre là-bas et piller. Mais nous, les résistants, nous avons une autre vision. Ce qui nous tue plus, ce sont les multinationales qui arment nos jeunes frères qui n'ont rien à faire. Hein. Le chômage bat son plein à l'Est. Et tous les jeunes gens, par manque de quoi, ce sont eux qui les arment. Et on vient nous bleuir là-bas pour nous dire la DEF, l'eau, ce sont des groupes armés qui viennent. Non. Et les multinationales, le gouvernement de Kinshasa a-t-il le kilo, a-t-il l'audace de parler avec ces gens-là pour leur dire sortez des mines, venez, nous allons faire maintenant pour que nous voulons voir clair à l'Est là-bas. Et messieurs, chers frères congolais, sachez une chose, quand on n'a pas le support historique d'esprit à la tête, on ne résoudra aucun problème. 1960, 1964, pour terminer les rébellions créées par les tireurs de ficelles, il y a eu des combats au sol et souvent on convainquait tous ceux qui se rebellaient contre le pouvoir central par une aviation au ciel. Nous avons vu les parachutistes belges sur Kisangani. Nous avons vu l'aviation bombardée aveuglement nos populations qui n'avaient rien à faire avec les Cubains de Floride qui sont venus avec leur petit avion là-bas bombarder. Même la sécession katangaise avec les Fouga Master, c'était au ciel et c'était terminé. Nous avons vu plus proche de nous Mobutu mis en difficulté avec les deux guerres du Chaba. Mais il y a eu des troupes étrangères qui sont venues à la secousse. Sinon, Mobutu était battu à plate couture. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est autre chose. On nous parle de la guerre qui n'en finit pas à l'Est. Mais non, c'est une guerre entretenue, artificielle, pour décimer le peuple innocent qui n'a fait que l'hospitalité des peuples frères. Quand nous voyons les Gagama, nous voyons les Museveni, ils sont des Noirs comme nous, Africains comme nous, mais manipulables pour des miettes. Ils viennent voler chez nous. Mais ce que les Blancs leur donnent là, si jamais nous nous mettons à table et nous les regardons en face, nous nous disons des choses vraies, vous croyez que les richesses que nous avons ne peuvent pas faire le bonheur de tous les Africains? Si nous restons nous-mêmes. Mais si nous voulons faire le Chichiboy des Blancs-Becs ici, c'est... Mobutu l'a fait autant d'années. Et vous savez comment il a fini? Les Museveni et les Kagame qui le font aujourd'hui, le jour où ces décideurs-là, cet Occident qui n'a que ses intérêts, qui n'a pas des amis, mais ils seront jetés à la poubelle de l'histoire comme tous ceux qui étaient avant eux. Ils ne comprennent rien. Mais nous demandons à notre jeunesse d'être éveillée. Le panafricanisme. Nous devons nous souder. Nous sommes sûrs que ce que nous vivons, eh bien, même les colonialistes regretteront un jour, hein, parce que l'Afrique cessera d'être vache à lait, comme ils le font aujourd'hui, puisque c'est toute l'Afrique qui s'éveille. Ce n'est pas seulement au Congo. Du nord jusqu'au sud, les peuples commencent à s'éveiller. Et cette génération, nous pleurons à nos ancêtres et à Dieu Tulendo, à Zakomba et Vidimouloumaouejanangila, puissent les éclairer sur cette voie. C'est la seule voie
de salut est la seule voie. Nous allons sauver.